Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour votre trésor. Voici les titres de ce jeudi 25 septembre. Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne. C'est un coup de tonnerre, il est en revanche relaxé des accusations de corruption. Le parquet avait requis 7 ans de prison ferme, la décision est imminente. Un nouveau foyer mortel de légionellose en Haute-Saône et cela suscite l'inquiétude des habitants près de Vesoul, alors qu'à Albertville, 28 nouveaux cas ont été détectés. Combien gagnent vos collègues de travail? Eh bien, vous pourrez désormais le savoir grâce à une nouvelle loi. C'est une révolution qui pourrait profiter à ceux qui veulent gagner plus. Du poisson breton à la cantine, on ira dans le Finistère, dans votre trésor en France, où les enfants ne mangent plus que du poisson local. C'est la belle initiative dont nous parlera tout à l'heure Valérie Hurtel. Et puis on vous emmènera à Cannes, sous le beau soleil de l'automne. L'arrière-saison joue les prolongations de l'été. Température de l'eau, 24 degrés. On vous fera découvrir les trésors cachés de cette belle ville de Cannes. Mais avant tout cela, d'abord cette décision de justice très surprenante qui prive les enfants d'une école des Yvelines de cours de récréation. L'établissement a été contraint de la fermer suite à la plainte des riverains pour qui les enfants faisaient trop de bruit. Florence Mathieu nous explique avec Florence Méréo et Mathieu Auville. Trop bruyant, la justice a tranché. Les 90 élèves de la petite école Montessori n'ont plus accès à la grande cour dans laquelle ils s'amusaient, derrière cette cordelette verte. Ils sont désormais cantonnés dans la toute petite aire d'accueil de l'établissement. Le voisin là-bas, il dit on fait trop de bruit là-bas. Je trouve ça un peu exagéré parce que c'est... on est des enfants, on a le droit de jouer, quoi. Les parents ne comprennent pas davantage. Ça fait partie de la vie d'une société, de communauté, d'avoir les enfants qui sont à l'école et qui profitent un petit peu de l'espace qu'ils ont. Dans les hôtels, dans les restaurants, c'est compliqué d'avoir des enfants. Et dans les cours d'école, on espère que c'est un endroit fait pour eux. Tendance no kids partout, c'est pas possible. Ceux qui ont réclamé le silence, ce sont les habitants de cette copropriété de Maison Lafitte. Ils ne nous ont pas répondu, mais selon leur avocat, ils estiment que le vacarme des enfants trouble leur tranquillité, malgré les travaux d'insonorisation qu'ils ont effectués. La cour, les élèves n'y avaient pas accès au moment de la construction de l'habitation. Rue de la Muette, là où se situe l'école, l'affaire fait grand bruit. L'établissement a décidé de faire appel de la décision de justice, soutenue par le maire. De grâce, nos enfants ont le droit de citer et je me battrai pour qu'ils le gardent car moi je prends en compte l'intérêt des enfants. La cour d'appel réexaminera la situation le 2 octobre prochain. En attendant, la mairie met à disposition un peu plus loin un jardin qui lui appartient pour que les enfants aient droit à une récré digne de ce nom. À quelle peine sera donc condamné Nicolas Sarkozy? La décision est imminente. L'ancien président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Sur place au tribunal de Paris, les explications avec Peggy Moget, Justine Wild et Guillaume Le Goff. Impassible, accompagné de son épouse, Nicolas Sarkozy entre ce matin dans la salle du tribunal pour faire face à ses juges. Présent aussi à ses côtés, ses 3 fils. Instant crucial. Après des années d'enquête et 3 mois d'un procès très médiatique, l'ancien chef d'État est déclaré coupable d'association de malfaiteurs. Il est en revanche relaxé de toutes les autres charges qui lui étaient reprochées. Le financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi n'est pas reconnu par le tribunal. Néanmoins, la présidente considère que Nicolas Sarkozy a bien laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques agir afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'un financement de la campagne. La justice n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet national financier qui accusait l'ancien président d'être le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec la dictature libyenne, d'avoir obtenu de l'argent en échange de contreparties diplomatiques. À cette heure, les peines n'ont pas encore été prononcées, mais elles s'annoncent moins lourdes que celles requises. Nicolas Sarkozy n'encourt plus que 5 ans de prison. De leur côté, les anciens ministres Brice Hortefeux et Claude Guéant, présents ce matin au tribunal, sont eux aussi reconnus coupables d'association de malfaiteurs. Éric Woerth est lui relaxé.
Quant à l'autre personnage clé du dossier, grand absent de ce procès, Ziad Takieddine, les charges à son encontre sont toutes abandonnées. L'homme d'affaires franco-libanais est décédé mardi, 2 jours avant l'énoncé du délibéré. Et on attend donc cette décision d'une minute à l'autre. On y reviendra bien sûr d'ici à la fin du journal si l'information nous parvient. L'émotion maintenant, l'émotion ce matin dans le Bas-Rhin, au collège de Benfeld, où les cours ont repris après l'agression hier à l'arme blanche d'une professeure de musique. Une cellule psychologique a été mise en place. L'enquête se concentre désormais sur les motivations et le profil du suspect, âgé de 14 ans. Caroline Arnold avec Antoine Husser. Il est un peu moins de 8 heures ce matin devant le collège de Benfeld. Les élèves arrivent peu à peu, pour la plupart accompagnés de leurs parents. Un retour à l'école difficile pour certains, encore choqués des événements de la veille. J'ai un peu peur. Qu'il se passe la même chose. Surtout pour moi qui suis 6e. Quand tu viens d'arriver, ça fait un mois, ça inspire pas confiance. Des craintes et beaucoup d'incompréhension après l'agression au couteau d'une de leurs professeurs par un autre élève. Alors ce matin, un temps d'échange était prévu avec les enseignants pour leur permettre de mettre des mots sur les événements. On est obligés tous de venir à 8 à 9 heures là pour parler de ça. Et il y aura aussi des psychologues du coup si jamais on veut parler. Notre petite, elle était bien hier tout de suite après l'événement. Et finalement, c'est au fur et à mesure de la journée où ça s'est un peu dégradé, où hier soir, elle n'a pas beaucoup mangé, elle voulait pas, elle avait peur. Ce matin, elle avait les jambes qui tremblaient encore. Mais pour tous ce matin, le retour au collège était important pour que la vie reprenne, même si pas tout à fait comme avant. On n'est pas très serein, c'est certain. On se pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça arrive? Car au-delà du choc, le profil de l'agresseur interroge. Un élève de 14 ans sans antécédent judiciaire, mais attiré par les armes et le nazisme. Placé dès le plus jeune âge, il avait été victime de violences au sein d'une de ses familles d'accueil et bénéficiait d'un suivi. Pourquoi justement il est suivi et puis en arriver là, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le suivi était suffisant? Tout à fait. Je trouve que la prise en charge pour ces enfants-là n'est pas bonne en France. Pour l'heure, le motif exact de l'agression n'est pas connu. Mais la question du suivi de la santé mentale des jeunes est à nouveau posée. Après la Savoie, de nouveaux cas de légionellose détectés cette fois en Haute-Saône. 6 personnes ont été contaminées, 2 sont mortes. Cela s'est passé près de Vesoul. Et dans le même temps, des cas supplémentaires ont aussi été détectés à Albertville, si bien qu'une certaine psychose commence à s'installer. Carole Guyon avec nos équipes en région. 6 personnes ont été hospitalisées ici à Vesoul après avoir contracté la légionellose. 2 d'entre elles sont décédées. Leur point commun, ces 6 cas ont tous été diagnostiqués chez des résidents de la commune voisine de Port-sur-Saône, dans ce quartier, entre le 13 août et le 22 septembre. Caroline Mijon a perdu son père en 2 jours, mort de cette infection respiratoire. Endeuillée, elle est aujourd'hui inquiète pour sa mère. J'ai appris qu'il y avait d'autres cas dans le secteur. Je me dis que si la légionellose est encore ici, ma mère pourrait le contracter et elle est malade aussi. Donc pour elle, ça pourrait être fatal. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. À la mairie depuis quelques jours, les appels de riverains s'enchaînent. On n'a pas d'autres éléments du tout à communiquer. L'origine de ces contaminations n'a pas encore été identifiée. Soit ça vient des eaux chaudes sanitaires infectées, soit ça vient du domaine environnemental. Concernant l'eau sanitaire, des prélèvements ont été faits par l'ARS lundi dernier. Les prélèvements, il y en a eu à la mairie, puis il y en a eu chez 2 ou 3 personnes concernées. Les résultats de ces analyses devraient être connus d'ici une dizaine de jours. En attendant, l'équipe municipale tente de rassurer. La légionellose n'est pas contagieuse et ne se transmet pas de personne à personne. Boire de l'eau ne présente pas de risque de contamination. Seule l'inhalation présente un risque. En Savoie, dans le secteur d'Albertville, autre foyer de contamination à la légionellose, 1 mort et 44 cas sont aujourd'hui confirmés par l'Agence régionale de santé. Là encore, les résultats d'analyse seront connus dans quelques jours. Et on retourne, comme promis, au Palais de justice de Paris. Ça y est, Noémie Schulz, vous êtes en direct. La décision vient de tomber. C'est un coup de tonnerre. Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à exécution différée.
Absolument. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à une peine très lourde, 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Le tribunal qui a décidé d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire. Ça veut dire l'application immédiate de cette condamnation et ce, sans attendre le procès en appel. Le tribunal qui toutefois a pris en compte le fait que Nicolas Sarkozy ne s'est jamais dérobé, qu'il a été présent à chaque journée d'audience et qui a donc décidé d'un mandat de dépôt à effet différé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que Nicolas Sarkozy va être convoqué dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais qu'il sera incarcéré, et ce, même s'il fait appel de cette condamnation, ce qu'il fera certainement, et même s'il y aura donc un nouveau procès. Voilà, une décision très lourde de conséquences. On va y revenir évidemment d'ici à la fin du journal. On l'a appris donc, cette décision, 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy avec dépôt différé. On y reviendra tout à l'heure. En Normandie maintenant, l'annonce a été confirmée. Un nouveau parc géant d'éoliennes en mer va bien voir le jour, au large cette fois du Calvados. Il sera gigantesque avec plus de 70 éoliennes qui feront jusqu'à 300 mètres de hauteur avec les pales, ce qui devrait créer aussi des emplois. Alors comment ce nouveau chantier est-il perçu sur place en Normandie? Réponse à Fécamp, qui abrite déjà un parc de ce type. Sophie Lançon avec Thomas Bayetto et Lou Cricorian. Au large de Fécamp, à 50 km de ces éoliennes, d'autres vont bientôt sortir de mer. Un parc géant de plus de 70 éoliennes de 300 mètres de haut, un projet indispensable, selon ce retraité né ici qui s'est habitué à ce nouveau paysage. Je connais bien le système. On s'y fait, puis peut-être que c'est mieux qu'une centrale nucléaire. Il y a ça aussi, il y a ce problème-là. C'est plus facile d'enlever une éolienne que d'enlever une centrale nucléaire aussi. Ce qui convainc les habitants, c'est l'argument économique. Ici, à Fécamp, le site attire des touristes et a permis de créer des emplois de maintenance, ce que constate ce retraité. Au point de vue emploi, il y a déjà 100 emplois là. Il y a 2 bateaux qui sont, 3 bateaux qui sont attitrés là, il y a quand même des marins dessus, c'est quand même pas négligeable. Avec des retombées très concrètes pour les commerçants. J'ai des gens qui travaillent à côté, qui viennent faire leurs achats ici, donc effectivement c'est un plus. Si on veut que nos commerces continuent à vivre, il faut des consommateurs, donc si on nous les amène, on les prend. Au large d'Ouistreham, le futur parc sera le plus grand jamais développé en France. Jusqu'à 100 éoliennes, comme celle-ci, devraient alimenter plus d'1 million de foyers en électricité verte et représenter 4,5 milliards d'euros d'investissement pour Total Energy. Des chiffres qui impressionnent, voire inquiètent certains. Il ne faudrait pas non plus que la région soit le seul centre des éoliennes et des parcs éoliens en France. Voilà, faut regarder si c'est raisonnable ou pas. La production d'électricité devrait démarrer d'ici 8 ans. Autre question du jour. Avez-vous au moins 70 € d'argent liquide chez vous? C'est la recommandation qui vient d'être faite par la Banque Centrale Européenne. Encouragez chacun à garder un peu d'espèces à la maison en cas de crise majeure, comme une coupure de courant géante par exemple. Montant recommandé donc entre 70 et 120 €. Anne-Claire Le San avec Morgane Bouvier et Alain Locasio. Un pays à l'arrêt, un supermarché plongé dans le noir et des chariots abandonnés à la caisse. C'est ce qui s'est passé au Portugal et en Espagne en avril dernier. Pendant 24 heures, impossible de payer par carte bancaire. Un scénario vécu aussi dans certains magasins en France après une tempête. Pour ne jamais être sans moyen de paiement, ces clientes ont toujours un peu de monnaie sur elles. S'il y a quoi que ce soit, on a toujours un petit billet de secours. Et puis avoir un peu de monnaie sur soi, je pense que c'est plutôt intéressant. Moi, je ne paye pas les toutes petites sommes avec ma carte bancaire, par exemple. D'autres comptent changer leurs habitudes. Je me dis que ça pourrait être une précaution et j'envisage de le faire. Après, pas forcément des sommes très importantes parce qu'avoir trop de liquide chez soi, je ne pense pas que ce serait une bonne solution non plus. Mais avoir de quoi pouvoir vivre au cas où. Avoir 70 à 100 € par jour et par personne pendant 72 heures pour couvrir ses besoins essentiels, c'est ce que suggèrent les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. La Banque Centrale Européenne reconnaît ce rôle essentiel des espèces en temps de crise. Avoir un peu de liquide chez soi, ça va devenir malheureusement une nécessité, puisqu'on sait que l'environnement global se dégradant, que ce soit les catastrophes naturelles ou les attaques informatiques ou géopolitiques, on risque de temps en temps d'avoir des pannes à l'avenir des systèmes de paiement. Paradoxe, à l'heure où les distributeurs de billets se font de plus en plus rares, l'argent liquide s'avère indispensable.
Dans le Tarn, les suites du procès de Cédric Jubilard. 4e journée aujourd'hui avec de nouveaux éléments, notamment l'examen des téléphones portables, dont ceux du couple, lors de cette fameuse nuit du 15 décembre 2020. Que faut-il en retenir? Les explications sur place avec Muriel Lassaga et David Bress. Ce major de gendarmerie était le responsable de l'enquête dans l'affaire Jubilard. Il vient de passer plus de 7 heures à la barre, malmené par les avocats de la défense. Ils vont vouloir démontrer que l'enquête était, disent-ils, orientée. Le major relate les cris entendus dans la nuit par 2 voisines, la paire de lunettes de Delphine cassée, l'approche du divorce des 2 époux. Des éléments objectifs, indique-t-il. Mais dans la procédure, rien sur un livret de famille des Jubilard retrouvé dans la rue 6 mois après la disparition de l'infirmière. La personne qui le rapporte n'est même pas auditionnée, s'étonne Maître Franck. Les parties civiles parlent d'un exercice habile, mais peu satisfaisant. On prend un dossier qui fait 16 000 pages et on va chercher des petits points épars par-ci par-là, qu'on grossit, qu'on déforme un petit peu. Mais on est très loin de la mort de Delphine Jubilard. Selon les avocats de la défense, des pistes ont été négligées. Sur 288 personnes inscrites comme délinquants sexuels ou ex-criminels dans la région, seuls 65 ont été entendus par les enquêteurs. Les prélèvements ADN réalisés sur eux n'ont jamais été analysés, d'après les avocats de Cédric Jubilard. Le major explique qu'il travaille sous l'autorité des magistrats. Dans la salle, les certitudes commencent à se fissurer. Pas de traces de lutte, pas de traces de crime, pas de traces de sang, ni dans la maison, ni dans le jardin, ni dans la voiture. Et on fait quoi avec ça? Cédric Jubilard reste très attentif au débat. Hier, il affichait même parfois un large sourire. On en vient à présent dans votre trésor à cette nouvelle loi qui va vous permettre de connaître les salaires de vos collègues. Ce sera le cas à partir du 1er janvier prochain. Chaque salarié pourra le demander, ce qui donnera évidemment des arguments solides à tous ceux qui souhaitent demander une augmentation de salaire. Et c'est un plus aussi pour l'égalité homme-femme. On vous explique tout avec Julien Bigard et Mathieu Birden. Vous allez bientôt savoir combien gagnent vos collègues. Chaque entreprise devra communiquer le salaire moyen versé aux employés qui occupent le même poste que vous. L'occasion peut être de réclamer une augmentation. On peut se jauger par rapport aux autres, savoir où on est sur la grille salariale. Ce serait bien d'être un peu plus transparent, effectivement, pour justement permettre à ce qu'il y ait une plus grande équité dans les salaires. Moi, je peux comprendre les gens qui n'ont pas envie de donner leur salaire parce que c'est vrai que si on a un salaire un peu faible, ça peut être un peu honteux. Et si on a un salaire un peu trop élevé, on peut se sentir mal aussi par rapport aux gens qui ont un salaire plus faible. Cette entreprise qui conçoit des logiciels est en avance et va même plus loin. Le salaire des 800 employés est accessible à tous en interne. Exemple avec ses 2 collègues. Fiona peut en 2 clics connaître le salaire d'Arthur. On peut voir l'évolution salariale du collègue en toute transparence. Un outil utile pour négocier une augmentation. C'est vrai que ça peut servir aussi dans ces cas-là, mais de toutes les façons, cette transparence permet d'éviter qu'il y ait des décalages et qu'il y ait des injustices entre des collègues qui ont le même niveau de poste. Ça peut aussi nous permettre aussi d'être ambitieux et de se dire ce qu'on peut viser dans les années à venir, puisqu'on a vraiment les salaires aussi de toute la direction. C'est ça qui est très bien aussi dans notre société. Avec cette transparence, les salaires augmentent plus vite que dans d'autres entreprises concurrentes selon le PDG. Surtout ceux des employés les moins bien payés. Ça augmente légèrement la masse salariale, sauf peut-être sur les gros salaires, parce que quand les très gros salaires sont transparents, ça leur met la pression et c'est plus facile de négocier avec des gros salaires en leur disant attention, ton salaire, tout le monde va le connaître. Et quand un salarié est recruté, pas besoin d'être bon en négociation. L'équipe de recrutement lui donne la grille de salaire pratiquée. C'est plutôt agréable et c'est souvent une bonne surprise pour tous ces profils qui n'ont peut-être pas appris, qui n'ont peut-être pas les codes pour bien négocier leur salaire, de savoir que ça ne dépend pas forcément de leur capacité d'expression, de négociation. Cette transparence imposée par l'Union européenne doit être mise en place en juin prochain. Elle vise notamment à réduire les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes.
À l'étranger, encore des incursions de drones au Danemark. Cela s'est produit au-dessus de 4 aéroports, forçant leur fermeture, ce qui a encore une fois paralysé le trafic aérien pendant plusieurs heures et bloqué des milliers de voyageurs. Le ministre de la Défense sur place parle d'une menace systématique causée par un acteur professionnel. Fin de citation. Et puis dans le sud de la Chine, l'heure est au nettoyage après le passage du typhon. Alors qu'aux Philippines, déjà durement touchées, au moins 9 personnes sont décédées. Une nouvelle tempête tropicale menace de frapper l'archipel. Les écoles ont été fermés et des vols ont été annulés. Des services haut de gamme dans nos TGV, c'est la nouvelle offre que va lancer la SNCF. Une nouvelle classe baptisée Optimum qui va bientôt faire son arrivée. Les voyageurs qui paieront leur billet plus cher disposeront de plus de confort et d'un menu servi à leur place. Une réponse à ce que propose son concurrent, l'italien Trenitalia. Emmanuel Tixier nous explique tout avec Olivier Poncelet et Frédéric Bonne. Une première classe encore plus classe. Dès l'année prochaine, les voyageurs en première pourront bénéficier de services supplémentaires avec le TGV. Échange de billets plus facile, espace réservé à bord, mais surtout sur la ligne Paris-Lyon, un service de restauration jusqu'aux passagers, cuisine raffinée dans ses assiettes en porcelaine. On s'est inspiré de ce qui existe dans les compagnies de voyage en général et qui répond surtout aux standards du premium et aux attentes de nos clients les plus exigeants. Car sur cette ligne, c'est la lutte des premières classes. SNCF d'un côté, Trenitalia de l'autre, avec son offre haut de gamme. L'opérateur italien qui voit d'un œil curieux l'arrivée d'un nouveau concurrent. La classe exécutive, nous, on l'a lancée depuis le démarrage de l'activité en France. Quelque part, c'est aussi une bonne chose que la concurrence vienne stimuler l'innovation de service, aussi par l'opérateur historique. Le TGV français riposte pour séduire sa clientèle. Boisson à volonté, champagne. Ah ouais, pourquoi pas. Il faut voir. Ouais, pourquoi pas pour certains trajets. Allez. Ouais. D'abord, il faudrait qu'ils se concentrent sur des trains à l'heure, parce que dans le business, aujourd'hui, on subit quand même souvent des retards. Prix de cette offre, 20 € en plus du tarif première classe, pour retrouver le confort comme il existait hier. Combien a-t-il de personnel pour assurer ce service? Nous avons 10 agents, dont 4 un chef de cuisine, un aide de cuisine et 2 plongeurs. Et en salle, vous avez un maître d'hôtel et 5 serveurs. Pour les compagnies ferroviaires, l'enjeu est de conquérir la clientèle d'affaires la plus rentable. Le potentiel de la clientèle à haut revenu reste très important et donc contribue beaucoup à la profitabilité du TGV. Des prestations encore loin des standards de certaines compagnies comme au Japon, ces trains à grande vitesse aux allures de classe affaires. Dans l'Aude, c'est un immense chantier qui a débuté pour faire renaître le parc naturel des Corbières après les gigantesques incendies de l'été. 17 000 hectares ont brûlé. Aujourd'hui, c'est un paysage de désolation qu'il faut faire revivre. On vous emmène sur place justement avec nos correspondants Véronique Gaglione et Christelle Chabot. Quand on parle des Corbières, on voit les vignes. Ici, elles peignent les paysages depuis des générations. Et cet été, elles ont freiné les flammes tant qu'elles ont pu. On est vraiment sec. Là, je veux dire... Olivier Verdal aime se dire que ces pare-feux ont peut-être sauvé son village. Ça le console un peu. On avait des paysages qui étaient magnifiques. Actuellement, maintenant, on baisse les yeux. On baisse les yeux pour ne pas voir, je dirais, ce paysage de désolation. C'est du noir, c'est le deuil. Je veux dire, on dirait que le village est en deuil. Les flammes ont mangé 1700 hectares de raisins. Les feuilles se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Le raisin... Vous voyez, j'ai même pas eu à mettre un coup de sécateur tellement le raisin est venu lui-même. Il s'est complètement desséché. Il n'y aura pas de vendange cette année et il faudra arracher, c'est sûr. Combien d'hectares? On verra ce qui repart au printemps. Vu d'en haut, c'est du noir à perte de vue, dans un périmètre de 90 km. Alors bien sûr, le premier réflexe serait de tout tronçonner, tous ces bras morts. Effacer les traces du feu. Mais c'est trop cher de tout couper et surtout pas souhaitable. L'urgence, c'est le lit des rivières, éviter l'inondation, car un arbre mort est un arbre fragile. Du fait qu'il est quand même pas mal brûlé sur sa quasi-totalité, s'il y a de fortes pluies, il y a possibilité qu'ils viennent se mettre en travers et après obstruer l'écoulement de l'eau, quoi. Sur ces sols décapés, le ruissellement des pluies gagnerait trop vite le village. Tu le coupes là, comme ça on garde le système racinaire
en cas de rejet. En cas de rejet, oui, ça c'est très Et au important. moins, on garde cette assise-là pour éventuellement freiner les écoulements. Sur 17 000 hectares parcourus, combien d'arbres, combien d'animaux sont morts? Ces 3 femmes travaillent pour le parc naturel des Corbières. Aujourd'hui, leur univers est dévasté dans les airs, sur les sols et sous la terre. Là, on voit 2 entrées de terriers. Donc, vu la taille, je pense que c'est plutôt du mammifère, plutôt lapin. Ou quand bien même l'animal a pu survivre, il n'y a plus rien à manger. Donc, il ne peut pas se maintenir sur un territoire comme ça. La chaleur était telle que peu d'ossements ont été retrouvés, des sangliers, blaireaux, chevreuils ou renards. Les oiseaux, insectes ou reptiles, eux, ont littéralement fondu. Et c'est fou là le nombre de coquilles d'escargots par terre. On se rend pas compte en fait. On ne retrouvera peut-être jamais ici exactement la même végétation qu'avant. Des friches ou des garrigues hautement inflammables. Le parc naturel aimerait réintroduire des vergers, des pâturages, des chèvres. Le pastoralisme, c'est une bonne manière de réinstaller de l'agriculture, réinstaller de la vie sur le territoire, maintenir ce territoire ouvert le plus possible et puis assurer aussi, notamment autour des villages, une ceinture verte ou une zone protégée, un pare-feu. Le feu était tellement étendu, le climat est si sec, la biodiversité mettra du temps à se reconstituer. Mais aujourd'hui, chaque papillon, chaque criquet est vu avec émerveillement, signe que la vie reprend tout doucement dans les Corbières. Oui, c'est fou, ça, la vie qui reprend au milieu des cendres. Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque mardi et comme chaque mardi, n'importe quoi, comme chaque lundi et chaque jeudi. On y est le jeudi pour votre rubrique, vos bonnes ondes. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans le Finistère, le premier département pour la pêche, car là-bas, on apprend aux enfants à manger du bon poisson dès le collège. Et avec une mesure radicale. Depuis la rentrée de septembre, le poisson congelé a disparu à la cantine dans tous les collèges du département. Elles ont l'obligation de servir du poisson frais et pêché en Bretagne. Une mesure pour soutenir la pêche locale. Avec Antoine Placier, on vous emmène respirer l'air breton. Leur idée pour la France ? Servir du poisson frais dans les cantines issues de la pêche locale. C'est bon pour les papilles. Moi, je suis pas fan du poisson, mais lui, ça va, il est bon. Et pour les pêcheurs. C'est bien de montrer à nos jeunes la diversité des poissons bretons. Vous trouvez que c'est bien ? Ouais, c'est une bonne initiative. Non, c'est bien, sérieusement, c'est bien. Ça me fait un coup de pouce aussi. Tout au bout de la Bretagne, on vous emmène prendre le large. En route pour le Guilvinec, premier port de France pour la pêche artisanale. Fin de la journée, c'est l'heure où les bateaux arrivent. Ce jour-là, il y a quelques belles prises. Hey, tu peux envoyer ça, le citron. Des poissons, il y en a de toutes les sortes. 40-45 kilos de bar, et puis une caisse de lieu. Après, le reste, c'est des poissons qui sont de la vieille, des maquereaux, des voilà. Ne vous fiez pas aux apparences. Les plus moches peuvent être les meilleurs. Ça, c'est la lotte. Là, c'est la lotte avec un leurre. Et là, c'est une vraie. C'est pas très appétissant, c'est sûr. Quand on voit un poisson comme ça, c'est assez gluant, mais... Pour les faire avaler aux enfants, il faut les transformer en filets. Ça, c'est le travail de Valentin. Et là, le but, c'est de pas qu'on les arrête. Du poisson, il en mange depuis qu'il est né. J'ai des tontons qui étaient à la pêche, donc j'ai toujours mangé du poisson. Faire aimer le poisson à ceux qui n'ont pas un tonton pêcheur. Dans le Finistère, ça commence à l'école. Au menu ce jour-là, du taco, tout frais pêché. Débarqué en port breton, au Guilvinec. Poisson frais, super qualité. Consigne du département, fini le surgelé. Ici, depuis la rentrée, les collèges ont l'obligation de servir du poisson pêché en Bretagne. Bon appétit! Merci. Ça, pour David, le cuisinier, ça fait une sacrée différence. Un poisson congelé, imbibé d'eau. Il ne reste plus que ça après la cuisson. Là, ils ont un super poisson et ils le goûtent et après, ils en reprennent. Il confirme. Oui, celui-là est beaucoup plus fondant. Ce qu'ils ont fait, c'est bon et on peut dire merci aux pêcheurs. Un surcoût de 3 € le kilo, pris en charge par le département. Un coup de pouce bienvenu pour ce métier qui traverse des difficultés. Voilà, c'est peut-être le début. À 22 ans, Maëlan est un des plus jeunes patrons pêcheurs de la région. Il a emprunté pour acheter son bateau. 400 000 € à rembourser sur 10 ans. Alors les quotas, le prix du gasoil, ça le préoccupe.
Il y a de la rentabilité quand même derrière. Faut pas se craquer. Pour l'instant, il ne se verse pas de salaire. Depuis le début, j'ai rien pris. Et puis j'essaie de rentrer de la trésorerie au maximum. Et puis après, on verra. Est-ce que là, je vais avoir une quinzaine de kilos d'ailes? Est-ce que vous prenez tout ou pas? Pour lui, comme pour les pêcheurs du Guilvinec, nourrir les collégiens, c'est une vente de 50 tonnes de poissons assurée tous les ans. Un coup de pouce appréciable. Ça fait tourner l'économie locale, ça fait bosser un peu tout le monde aussi, donc moi je trouve ça chouette. Donc les collégiens vont se régaler là? Normalement oui. Une initiative pour soutenir la pêche côtière. Un métier admiré par ses habitants venus voir le spectacle des bateaux qui rentrent. Moi j'adore ça. Voir le poisson débarquer, j'adore ça. Ils partent de bonne heure le matin, hein. C'est 3h ou 4h le matin. Hein. Je pense qu'ils méritent leur salaire. Hein. Des Finistériens qui comptent bien inciter les autres départements à imposer à leur tour le poisson local à la cantine. Direct, hein. Direct du bateau au collège. De la mer à l'assiette. Et tiens, regardez, Julien, j'ai une surprise pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est? Regardez, au Guilvinec, il y a un bateau qui porte votre nom. C'est le Julian Billan en breton. Ça veut dire petit. Exactement, exactement. On en profite pour saluer Tom, son patron. On vient d'ailleurs de le voir dans le reportage. Bon, 50 tonnes de poissons pour les collèges. Est-ce que c'est vraiment une aubaine pour les pêcheurs? Oui, parce que ça permet de valoriser des poissons qui se vendent moins bien, vous savez, en Bretagne, hein, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Hein. Les collèges n'auront pas le budget pour acheter du bar ou alors de la lotte, donc elles achètent des poissons moins nobles, comme l'aigle fin, le congre ou encore le taco, mais qui sont très bons, surtout quand ils viennent d'être pêchés. Et ils vendent moins cher, surtout. Et oui, les filets de taco, vous les trouvez dans le commerce en grande surface à moins de 15 € le kilo. Pareil hein, pour le merlu. L'aigle fin, ça tourne entre 15 et 20 €. Et c'est délicieux, l'aigle fin. En fait, c'est aussi bon qu'un cabillaud qui, lui, va vous coûter 40 €. Évidemment. Le moins cher, c'est les pêcher nous-mêmes. Mais attention, parce que la législation a changé, il va falloir déclarer ses prises maintenant. Une nouvelle réglementation qui fait grincer des dents chez les pêcheurs amateurs. Hein. Dès janvier prochain, il faudra déclarer vos prises sur une plateforme en ligne. Alors, pas tous les poissons sont concernés. Le bar, le lieu jaune, le thon rouge et certaines dorades. Le but, c'est de chiffrer les volumes pour faire un état des lieux de la ressource. Il y a quand même 2,5 millions de pêcheurs amateurs en France. Et ça représente quand même pas mal de poissons. Bien. Du poisson, il y en a de moins en moins, c'est vrai, il faut faire attention. Oui, et avec le réchauffement climatique, il se déplace et ça complique le travail des pêcheurs. Hein. Vous l'avez vu dans le sujet, c'est un métier auquel on est tous très attachés. Pour partager leur quotidien et comprendre aussi leurs contraintes, vous pouvez embarquer avec eux. Regardez, c'est ce que propose Boris sur l'île de Ré. Profitez aussi de la saison des huîtres pour découvrir le travail des ostréiculteurs. Il vous emmène en tracteur dans les parcs à huîtres. On apprend plein de choses, c'est très intéressant. C'est sympa. Merci ma chère Valérie, on vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Avant de continuer le déroulé du journal, retour donc à l'information principale de cette édition, ce coup de tonnerre. On l'évoquait tout à l'heure, la condamnation à 5 ans de prison de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale, avec, et c'est là le coup de tonnerre, mandat de dépôt à effet différé. Nicolas Sarkozy devrait donc prochainement être incarcéré. Peggy Moget. Après des années d'enquête et 3 mois d'un procès très médiatique, Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison, déclaré coupable d'association de malfaiteurs. Le tribunal a sorti cette peine d'un mandat de dépôt différé. Une convocation lui sera bientôt remise pour fixer la date de son incarcération. À la surprise générale, l'ancien président ira bien en prison, et ce même s'il fait appel. Il est en revanche relaxé de toutes les autres charges qui lui étaient reprochées. Le financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi n'est pas reconnu par le tribunal. La justice n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet national financier qui accusait l'ancien président d'être le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec la dictature libyenne, d'avoir obtenu de l'argent en échange de contreparties diplomatiques. Présent au tribunal, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est de son côté condamné à 6 ans de prison, mais ne sera pas incarcéré pour raison de santé. Brice Hortefeux est lui condamné à 2 ans d'emprisonnement, une peine aménageable. Comme Nicolas Sarkozy, tous deux sont reconnus coupables d'association de malfaiteurs.
Et on y reviendra évidemment ce soir largement dans le journal de 20h avec Léa Salamé. Votre trésor découverte, et aujourd'hui on vous emmène à Cannes, bordée par la Méditerranée, vous le savez, un joyau de la Côte d'Azur, devenue station balnéaire de renom, très prisée des touristes. Elle révèle un visage plus confidentiel à l'arrière-saison et le soleil est encore au rendez-vous. On va partir en mer et aller déguster sur son bon marché avec Zinedine Mercous, Guillaume André et Raphaël Laurentin. C'est une des stations balnéaires les plus prisées de la Côte d'Azur. Cannes, 73 000 habitants, 3 millions de visiteurs par an. L'été, la ville du glamour enchante les touristes. Fin septembre, Cannes retrouve sa quiétude. Ça va, Gianni? Ce matin-là, ces 3 capitaines de bateaux d'excursion comptent bien profiter de leur temps libre. Pendant la période estivale, Stéphane, Guillaume et Amarin emmènent des touristes sur des sites particulièrement fréquentés. Mais aujourd'hui... On peut voir autour de nous, là, sur le mois de septembre, on n'a pas un seul bateau en mer. En temps normal, on a vite une vingtaine de bateaux dans l'anse. Il n'y a personne. On est seul au monde. Tu vois les taches dans les cendres là, à 1 mètre du sol, là, ce bleu ciel. Stéphane, passionné par le massif de l'Estérel, partage ses connaissances avec ses collègues. Est-ce que tu sais que ces 2 éruptions là, c'est 2 éruptions différentes? La couleur des laves? Je savais pas ça. En fait, la couleur elle est différente, c'est par rapport à la température de la lave. Ok. Donc plus elle va être chaude, plus elle a cette couleur claire. Et moins elle sera chaude, plus elle aura cette couleur rouge vif. Des moments privilégiés après une saison intense. C'est vrai que les saisons sont quand même à fond, hein. On est à 200%, il y a beaucoup parfois de stress, hein, parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités. Donc là on a tout qui relâche, et là on profite, on est entre nous, et c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. La pré-saison c'est magique. Exactement, on profite. C'est bien de partir entre nous, on découvre toujours des spots où on va pas, où les autres y vont. Non loin de là, sur les plages de la Croisette, place à la détente après l'agitation de l'été. Beaucoup plus facile pour les derniers touristes de trouver une place dans les restaurants. Je viens toujours au mois de septembre, pour moi c'est la meilleure période en fait. Il y a un peu moins de monde, le temps est toujours magnifique et je sais pas, c'est bien, c'est un peu l'été indien ici. Dans ce restaurant, les employés terminent la saison en douceur. Ambiance décontractée, enfin du temps pour les petites attentions et discuter avec les clients. À quel poste vous avez joué au rugby? Quand j'étais jeune, j'ai joué à différents postes. Première, deuxième, troisième ligne. Et vous? Moi je jouais aussi, mais j'ai arrêté car j'ai eu un problème de santé. Et en plus, depuis peu, les journées sont moins longues. Pas de service le soir. Les saisonniers sont libres à 18h. Franchement, on a toutes nos soirées déjà, ce qui est peu commun dans la restauration. Donc c'est vraiment le moment, entre guillemets, le mois de septembre, voire octobre pour ceux qui restent, mais c'est assez rare, de pouvoir enfin vaquer à nos petits hobbies à côté. Septembre, c'est aussi le moment où les Cannois se réapproprient leur ville. Au marché de Fortville, la vie de quartier reprend ses couleurs locales. Chacun retrouve ses petites habitudes. Regardez-là et quand vous en revoulez, on la remplit et je vous enlèverai les 50 centimes. Ah oui, là on va dire que ça y est, là, nos habitués sont de retour. Et bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. C'est beaucoup plus calme, on retrouve les habitants d'ici et voilà, on a un peu plus les plages pour nous, les commerces aussi, et c'est très sympa. Il reste quand même quelques touristes qui arpentent les allées. Mais clients et commerçants sont heureux de se donner des nouvelles. Il a fait 3 ans, ça y est, entré à l'école. Ça va, ça s'est bien passé. Il est content? Il est content. Tout c'est plus convivial. Les touristes c'est plus du passage, les locaux, il y a un échange avec les locaux. La fin de la saison, comme une page qui se tourne. Dans un instant de grâce, Cannes retrouve sa tranquillité. Allez, un mot de musique avant de se quitter avec ces 2 chansons inédites de Charles Aznavour qui viennent d'être dévoilées près de 7 ans après sa disparition. Ce sont 2 duos
inédits que l'on découvre, l'un avec Dalida, l'autre avec Ray Charles. On écoute un extrait. Yes, the children have all grown up now, but I kept my promise to mama. Comme l'on s'aime sans détour. Égoïste, c'est le roi des égoïstes, l'empereur des égoïstes. Les jours filent, calme et tranquille. Et voilà pour ces extraits, ce duo inédit. Une pensée également toute particulière aujourd'hui pour Cécile Kohler, détenue avec son compagnon Jacques Paris en Iran dans des conditions inhumaines depuis 1237 jours et qui fête son 41e anniversaire. Des rassemblements de soutien sont organisés aujourd'hui un petit peu partout en France. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite la météo, Anaïs Baïdemir qui nous annonce de la pluie. À 20h, le journal avec Léa Salamé. 21h10, la soirée de l'info. Et nous, on se quitte avec ces images du Festival de la Loire qui vient de débuter et qui réunit chaque année des milliers de visiteurs venus admirer plus de 200 bateaux, 700 mariniers et 500 artistes du côté d'Orléans. Passez une belle journée. À demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.